Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon premier 101% de l'année en HD. Voilà, alors j'ai mis un t-shirt blanc parce que vu que je savais que ça allait être en HD, vu que j'ai bronzé un peu, c'était pour vous montrer que j'étais encore un peu bronzé, voilà, là c'est en HD. Bon, par contre, le décor derrière, vous pouvez le voir, c'est un décor de 2008, donc on a trouvé ça très malin de faire moi en HD avec un décor en SD. Voilà, c'est No Life. Aujourd'hui dans l'émission The Place to Be, c'est le mardi maintenant. Retro Magic, la critique de jeu Brother A Tale of Two Sons. Mais on commence avec les news. Au début de l'été, la démo de Hatsune Miku Project Diva F débarquait sur PS3. Pour ceux qui ont été convaincus par ces quelques niveaux de rhythm game mettant en scène l'idol Vocaloid, celui-ci sera disponible en dématérialisé le 4 septembre pour environ 45 €. Les joueurs pourront alors s'essayer à 38 chansons et débloquer de nombreux costumes. Pour les fans inconditionnels de Miku, on peut noter aussi les représentations prochaines, le 13 et 15 novembre précisément, au théâtre du Châtelet de l'Opéra Vocaloid The End. Level 5 est en train de développer pour un premier temps au Japon un RPG online pour iOS et Android, Majin Station. Le but sera de hanter les gares de chaque région japonaise à bord de votre train fantôme. Le joueur pourra croiser quelques figures historiques japonaises comme Oda Nobunaga ou Miyamoto Musashi. Le jeu sera gratuit mais avec des achats in-game. Mais pour l'instant, on va se contenter de regarder ces quelques images animées au studio Kara à qui l'on doit les récents films d'Evangelion. Le tout designé par Kozaki Yusuke, connu pour son travail sur No More Heroes, l'anime Speedgrapher ou encore récemment Fire Emblem Awakening. Décidément, la série des BZ n'est pas prête de s'essouffler. Après les Budokai Tenkaichi, Burst Limit, Kinect et autres Raging Blast, Namco Bandai nous propose maintenant Dragon Ball Z Battle of Z. Bien que tous ces épisodes soient de qualité assez éparse, certains étant très bons, d'autres moins, nous n'allons pas nous plaindre de pouvoir incarner à nouveau nos Saiyans préférés. C'est toujours un bonheur de faire exploser des planètes dans la joie et la bonne humeur après tout. Surtout que Battle of Z promet d'être particulièrement épique puisqu'il sera possible de jouer jusqu'à 8 en ligne, soit 2 équipes de 4. Comme vous pouvez le constater sur cette vidéo de gameplay, il sera possible d'utiliser une équipe de 4 combattants, même durant le mode histoire, ce qui laisse place à de nombreuses possibilités et à un éventuel côté stratégique. Néanmoins, les informations sur le jeu se font encore discrètes. Il faudra patienter un peu avant de savoir si oui ou non Battle of Z sera le nouveau DBZ de référence. Je profite de l'ancien décor du 101% pour faire des choses que je faisais avant dans 101%. En fait, c'est pas vrai, je le fais tout le temps, je parle tout le temps des BD que j'ai lus. Donc bah voilà, on commence avec les BD que j'ai aimés cet été. Ça vient de sortir, ça s'appelle Le Petit Monde de Lise Climo. Alors, vous regardez sûrement les Simpsons, ou vous avez vu les Simpsons, et c'est vrai qu'on pense jamais aux gens qui dessinent le dessin animé des Simpsons, les animateurs. Et en fait, Lise travaille aux États-Unis et elle anime le dessin animé des Simpsons. Et à côté, elle fait de la bande dessinée. Et Le Petit Monde de Lise, c'est le monde des animaux, ou des monstres, gentils la plupart du temps, qui vivent des aventures. Et c'est des gags en 2 cases, 3 cases, et j'adore celui-ci. Voilà. Et en gros, là, c'est le hamster qui dit à son fils, « Un jour, tout sera à toi. » Voilà. Il y a plein de vannes comme ça, c'est mignon, c'est gentil, voilà, c'est à offrir à un anniversaire. Ou... Alors, des fois, il y a des gags pas pour les petites filles, voilà, mais franchement, passez pas à côté de ça, c'est très beau. Voilà. Et maintenant, je ne sais pas, puisqu'Alex est derrière la caméra, mais à mon avis, il doit y avoir le Place to Be. Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. T'es jeune, tu veux connaître les bons plans du week-end dans ta région, et ce, bien à l'avance? Bah regarde, The Place to Be, le mardi maintenant. Elle est belle ou elle est pas belle? J'entends pas. Bébelle, elle est bébelle, voilà, exactement. Et alors pendant que tu luttes contre ton propre enthousiasme suite à ce que tu viens d'entendre, ben moi je vais te filer justement les endroits où être dans les jours à venir. T'as jusqu'au 7 septembre pour aller jeter un œil à l'Anime and Manga Art Festival qui se déroule à Paris. Au programme des expos de travaux d'étudiants japonais et français sur le manga,
du mangaka et des éditeurs dans tous les sens, enfin bref, tu sais dans quoi tu t'embarques. Et en plus, pour bien commencer la rentrée, c'est un plan estampillé The Place to be Free. Je sais pas ce que tu fais encore devant ta télé. Du 5 au 15 septembre, t'as l'étrange festival à Paris. Ça se passe au Forum des Images et tu pourras y voir du film fantastique, du film d'horreur ancien ou nouveau, enfin bref, un programme de spécialistes pour spécialistes avec des guests comme Gaspard Noé ou encore Albert Dupontel. Et alors moi, je vous conseille particulièrement la nuit Bad Girls à minuit le samedi 7 avec un programme de choix. A Gun for Jennifer, 5 femmes à abattre ou encore Boulevard des Chats sauvages. On a le droit de dire ça à la télé, Alex? Le week-end du 7 et du 8 septembre enfin, à Strasbourg, t'as la 18e édition de Japan Addict, avec les cosplays, les jeux vidéo, les karaokés, enfin bref, tout ce que t'as envie de faire quand c'est la rentrée, quoi. Et en plus, Japan Addict, pour le coup, c'est même pas un jeu de mots, donc j'aime bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai noté, Alex, pour cette semaine. Alors ouais, ça fait pas beaucoup, mais en même temps, on attaque la rentrée de manière nice and easy, t'as vu? Donc, je récapitule parce que je suis sûr que t'as pas tout suivi. The Place to Be, c'est désormais le mardi. Aussi, les petits field reports, là, quand tu sais, j'envoyais les Cyril ou les Mathilde dans des events, ça sera plus dans The Place to Be, mais on en aura toujours sur la chaîne. Enfin, n'hésitez surtout pas, vous tous là, à nous faire part de vos initiatives, comme ça, moi, j'en parle à la télé, comme ça, les gens, ils sont au courant, comme ça, il y a du monde qui vient. C'est un rapport win-win que je te propose. Enfin non, là, c'est du multi-ciseaux, mais... Donc, ouais, Alex, ça tombe pas plus mal que ça soit court, parce que moi, cet été, en fait, je t'explique, je suis parti au Cap d'Agde. Et du coup, depuis que je suis rentré, je suis obligé de m'appliquer toutes les heures des crèmes fongicides. Je sais pas si au niveau de... On continue avec les bandes dessinées que j'ai découvert cet été. Alors ça, c'est pas nouveau, c'est juste que je l'ai découvert cet été. Il y a déjà 4 ou 5 volumes qui sont sortis en France. Ça s'appelle Lock and Key. Le premier volume s'appelle Bienvenue à Lovecraft. Ça va parler à certaines personnes. J'explique un peu l'histoire rapidement. En gros, c'est une famille, voilà, un ado genre de 17-18 ans, une jeune fille de 16 ans et un enfant de 8 ans. Leur papa se fait assassiner par un mec complètement taré qui, en fait, il s'occupe d'enfants en difficulté. Et il s'est occupé de cet enfant. Et cet enfant a dit « Un jour, je viendrai vous voir dans votre maison. » Et le mec a fait « Ok. » Et il est venu avec une arme. Et il le tue. Et là, bon, alors voilà, ça commence un petit peu bizarrement. Et tous les enfants sont obligés d'aller vivre chez leur oncle dans un grand manoir. Et ils savent que dans ce manoir, il y a des choses bizarres. Et en fait, il y a des portes avec des clés. Et selon la porte que tu ouvres avec certaines clés, ça te donne des super pouvoirs. Et là, on découvre la porte qui permet de devenir un fantôme, en fait. Et chaque volume, on avance dans le manoir, on comprend que le père a été assassiné, mais c'est quelqu'un qui voulait qu'on l'assassine, etc., etc. Et ça ouvre à une histoire vraiment immense et énorme. Et c'est scénarisé par le fils de Stephen King, en fait. Voilà, Joe Hill. Voilà, je vous le conseille, c'est un très bon comics. Et on regarde Retro and Magic. En 1995, nous sommes en début de vie de la Sega Saturn. C'est cette année qu'est sorti Kisuisho Densensu Astal, un jeu de plateforme pensé, créé, écrit et designé par Hayashi Motomu, un employé de Sega. Malgré toutes les forces qu'il a mises dans ce projet, Astal passera assez inaperçu à sa sortie. Une injustice qu'il est temps de réparer aujourd'hui. Dans un monde minéral créé par la déesse Antoas, vivent 2 jeunes créatures, Leda, dont la mission est de donner la vie, et Astal, chargé de la protéger. Mais Astal a bien du mal à se contrôler, et le zèle qu'il met dans sa mission de protection cause des dégâts irréparables sur cette jeune planète. Astal est alors puni, enchaîné à un astéroïde, il est banni de sa planète. Mais quand le démon Gelado vient s'en prendre à Leda, Astal brise ses chaînes et vole à son secours.
L'histoire commence avec une magnifique intro animée comme Sega savait si bien les faire à cette époque. Le générique japonais a même été conservé dans la version américaine, mais en instrumental, sans la voix de la chanteuse. Astal est assez particulier à manœuvrer. Il sait frapper en plein saut, mais lorsqu'il a les pieds au sol, il ne peut plus donner de coups de poing, seulement projeter son ennemi. Il est également capable de souffler une bourrasque dévastatrice et de cogner lourdement le sol pour étourdir les dangereuses créatures qui s'approchent un peu trop de lui. Très rapidement, Astal va sauver un petit oiseau qui deviendra son compagnon d'aventure à son grand désespoir. La relation d'Astal avec cet oiseau est particulièrement savoureuse et ouvre de nombreuses possibilités de jeu. Il est possible de lui donner des ordres, comme par exemple aller chercher des fruits pour regagner de l'énergie, attaquer tous les adversaires à l'écran, et même faire certaines actions spéciales pour passer plus facilement les passages délicats. Lorsqu'un point d'exclamation apparaît, cela signifie que l'oiseau peut aider le joueur d'une manière ou d'une autre. Il peut par exemple donner une indication, stabiliser des plateformes quand les sauts deviennent vraiment compliqués, et même parfois détacher des stalactites pour créer un passage plus sécurisé. Encore plus fort, si un second joueur prend la deuxième manette, il prendra le contrôle de ce petit volatile et pourra aider de son mieux Astal dans son aventure en cognant ses ennemis à grands coups de bec, d'ailes et de griffes. Et lors d'un combat de boss particulièrement épique, Astal se retrouvera prisonnier d'un monstre tentaculaire et ce sera à l'oiseau de se battre courageusement seul contre le boss. L'univers d'Astal a beaucoup de caractère. Le jeu est assez court, environ 40 minutes en One Life, mais il est particulièrement varié. De nombreuses actions et idées de gameplay ne seront utilisées qu'une seule fois dans l'aventure. Comme par exemple cette créature des marais qui projette Astal dans les airs quand il la frappe, ces colonnes qui dégringolent en cascade, ou encore ce passage très tendu où il faut sans cesse trouver des abris pour éviter les attaques de Geist, l'alter ego démoniaque d'Astal. Prolonger la durée de vie en étirant les niveaux aurait dilué l'intensité de l'expérience et certainement baissé son pouvoir hypnotique sur le joueur. Oui, c'est bien une forme d'hypnose qui agit ici, une sorte de charme ou d'enchantement qui doit beaucoup au travail graphique et aux multiples effets d'affichage. Les scrollings différentiels sont splendides avec souvent un effet de flou ou de contre-jour sur le premier plan. On est aussi ébloui par les jeux de lumière ou les effets de transparence des cristaux scintillants. Quant aux combats contre les boss, ils sont souvent le prétexte pour envoyer un feu d'artifice visuel. Astal n'a pas rencontré le succès. En 1995, la 2D n'était tout simplement plus à la mode et Astal faisait un peu ringard face à la coolitude des jeux PlayStation comme Wipeout ou Tekken. C'est d'autant plus dommage que l'aventure vaut la peine d'être vécue. Cela va bien plus loin qu'une simple histoire de princesse à délivrer et le twist final est particulièrement émouvant. Tout au fil du jeu, les relations d'Astal et de l'oiseau évoluent de manière très touchante. Lorsqu'un monstre parvient à le capturer, l'animal pousse des cris déchirants et le joueur a bien du mal à continuer seul sa route sans un gros pincement au cœur. Pas simplement pour les avantages que l'oiseau apporte in-game, mais aussi pour sa compagnie tout simplement. L'échec commercial d'Astal explique peut-être pourquoi il ne fut finalement jamais édité en Europe, et également pourquoi son génial créateur dut ensuite se contenter uniquement d'un travail de graphiste ou de metteur en scène pour les cinématiques des jeux Sega qui suivront. Pour vraiment apprécier toute la beauté du jeu dont on vient de parler dans Retro Magic, Astal, pour apprécier toute l'originalité du jeu, il faut parler de la fin. Là, on n'a pas pu parler de la fin parce que si vous n'avez pas joué au jeu et que vous avez envie d'y jouer, ça serait bête. Par contre, sur No Life Online, là, à partir de maintenant, tout de suite, il y a une autre version de Retro Magic avec la fin du jeu. On parle de la fin du jeu. Donc, si vous avez envie de découvrir ça, si le spoil vous dérange pas, si vous n'avez pas envie de jouer au jeu, allez-y, maintenant ou après 101%. Je sais vraiment chiant. Mon iPhone. Très bien. Juste avant qu'on passe à la critique de jeu, j'ai découvert cette bande dessinée cet été. Elle date aussi d'assez longtemps. Ça s'appelle Pourquoi j'ai tué Pierre.
C'est très touchant, c'est très très beau. C'est Olivier K qui a écrit cette bande dessinée de la famille Kerali, donc le frère Amela K, le fils du monsieur qui fait Psychopathe. Voilà. C'est l'histoire, son enfance, avec ses parents. On est fin années 60, il y a des hippies et tout ça, la découverte du sexe. Et ça va bien plus loin, puisqu'il parle d'un traumatisme. Une chose qu'il n'a pas vécue comme un traumatisme enfant, et en fait, il découvre à l'âge adulte qu'il a été traumatisé. Et c'est toute l'histoire de ce traumatisme, jusqu'à la résolution du traumatisme, une résolution inattendue. Et cette bande dessinée, vraiment, on commence à la lire, on se dit « Ah, c'est bien, ah, c'est bien ». Et vous savez, il y a toujours un moment où on se dit « C'est ce que j'attendais, ah, je suis un peu déçu, voilà ». Et en fait, plus on avance, plus ça monte en palier, jusqu'à un final inattendu en bande dessinée. Voilà, je conseille vraiment cette BD, elle est vraiment touchante. On regarde la critique de jeu Brother, A Tale of Two Sons. Bien qu'il n'ait plus le même rayonnement que lors de ses premières éditions, le Summer of Arcade demeure l'un des temps forts de notre industrie. Il profite en effet de l'actualité plutôt morne de l'été pour mettre en avant des productions plus ou moins atypiques, plus ou moins indées, si bien que l'on guette souvent fébrilement l'annonce de son programme. Pour cette année 2013, Microsoft a choisi pour porte-drapeau Brothers, A Tale of Two Sons. Derrière son apparence assez classique, ce titre développé par Starbreeze Studios a la particularité d'avoir été écrit et réalisé par un cinéaste, le Suédois Josef Fares. De cette collaboration inhabituelle est née une œuvre étonnante, touchante et qui semble avoir compris énormément de choses dans ce que l'interactivité peut apporter à un récit. Un malheur ne vient jamais seul. Brothers, A Tale of Two Sons ne viendra pas nous contredire, car ici, à la perte brutale d'une mère, succède la maladie foudroyante d'un père. Pour ne pas se retrouver orphelins, leurs deux enfants, deux frères, vont s'engager dans un périple qui doit les mener à un remède. Comment s'appellent-ils? Dans quel genre de monde vivent-ils? Que cherchent-ils précisément? Brothers, A Tale of Two Sons ne nous le dit pas clairement. Il préfère distiller quelques éléments de réponse au gré de notre progression, comme pour nous signifier que l'essentiel est ailleurs. En effet, là où d'autres se perdent un peu en voulant trop en faire, le jeu de Starbreeze a l'intelligence de se débarrasser de tout ce qui peut être superflu. Ici, les dialogues se font dans une langue imaginaire et la narration ne fait appel à aucun texte. Une astuce intelligente qui nous pousse à nous concentrer sur autre chose, comme des éclats de voix ou la manière qu'ont les deux frères d'interagir avec le monde extérieur. De manière assez subtile, Brothers parvient ainsi à placer l'humain en première ligne, une position qui ne doit rien au hasard. Car sans rien vous révéler, c'est bien là-dedans que le jeu va puiser sa force, dans cette relation fraternelle retranscrite avec une grande justesse. Hey, Maro! Chut, ya. Brothers, A Tale of Two Sons prend la forme d'un jeu d'aventure coopératif jouable uniquement en solo. Mais contrairement aux autres productions qui se sont aventurées sur ce terrain, il ne place aucun des deux héros dans la peau du personnage principal. Il n'est pas non plus question de switcher de l'un à l'autre suivant les circonstances. Ici, chacun dispose de la même importance, chacun prend pleinement part à l'aventure. Les deux frères sont unis dans une épreuve difficile et se doivent de la traverser ensemble, main dans la main. Cette particularité, Brothers en a fait un véritable pilier, au point de la traduire dans son gameplay. En effet, chacun des frères se voit attribuer une partie de la manette. Ainsi, le stick et la gâchette de gauche servent à diriger et interagir avec l'aîné, tandis que le stick et la gâchette de droite sont dévolus au cadet. Il s'agit alors de les contrôler simultanément pour déjouer les pièges qui apparaîtront successivement sur leur route. Tout le jeu, qui est construit comme une sorte de long couloir, tourne en effet autour de l'entraide. L'aîné, plus grand et plus fort, devra par exemple activer un levier ou faire la courte échelle à son frangin, plus chétif mais plus agile. On vous laisse voir sur ces images ce que cela peut donner, car il est franchement inutile d'en dire trop. Brothers, A Tale of Two Sons est plutôt facile, si bien que détailler ses mécaniques reviendrait à vous gâcher une partie de l'expérience qu'il propose. Précisons néanmoins que le tout est assez cohérent et se renouvelle suffisamment pour ne jamais donner l'impression de tirer en longueur.
Avec Brothers, A Tale of Two Sons, Starbreeze et Joseph Fares nous offrent incontestablement l'une des belles surprises de l'été. Le jeu ne dure peut-être que 3 petites heures, ces puzzles ne sont sans doute pas ce qui se fait de plus coriace, mais l'essentiel n'est pas là. Ce qui en fait une vraie réussite, c'est sa capacité à développer une relation fraternelle à travers son gameplay. En mettant le joueur aux commandes des deux frères, en se servant de lui pour faire le trait d'union qui les lie, Brothers le place dans une position métaphorique inédite. Et c'est justement dans ce lien que son récit va puiser sa force. Là où d'autres prennent des feutres fluo pour être sûr qu'on ne passe pas à côté de l'émotion qu'il cherche à susciter, lui arrive à nous impliquer de manière intelligente pour mieux nous toucher. Brothers jongle avec justesse sur toute la palette émotionnelle que l'on peut trouver entre deux frères et aborde en sous-texte de nombreux thèmes généralement délaissés par le jeu vidéo. Difficile d'en dire plus sans spoiler. Sachez simplement que si vous êtes habitué à la recherche d'expériences ludiques qui sortent un peu des carcans habituels, Brothers A Tale of Two Sons est fait pour vous. Pour tout vous dire, avec des énigmes un poil plus corsées, une fin un peu moins expédiée et un chara-design plus réussi, on tenait sans doute un nouveau chef-d'œuvre. Voilà, ce 101% est terminé. Merci de l'avoir suivi et merci d'être là à nouveau. Moi, je suis super content d'être ici avec vous dans 101%. J'espère que je vais avoir des idées cette année, parce que c'est vrai que ça fait quand même longtemps que je fais 101% devant un fond. Heureusement, plus devant ce fond-là. Juste une info, je suis très fier parce que demain sort ma nouvelle bande dessinée, La Petite Mort. Ça fait hyper longtemps que je travaille dessus. Et c'est demain que ça sort. Et je serai en dédicace à Paris au Manga Café Bibliothèque à partir de 16h. Et si vous avez envie de me voir ou de découvrir la BD ou que sais-je, de discuter avec moi, je serai très content de vous voir. Voilà, des bisous et puis longue vie à vous et à No Life.